Le demi-glace, c'est une des substances les plus succulentes et délicieuses sur Terre. Si vous en avez jamais mangé, il n'y a rien qui peut vous préparer à l'expérience gustative inimaginable que ça représente. Il n'y a aucun point de comparaison nulle part. Puis pour faire du demi-glace, ce que ça vous prend, c'est 25 livres d'os de veau, un mirepoix, il y a de la pâte de tomate, 50 litres d'eau. Mettez ça dans une énorme chaudière. Vous faites réduire ça environ 24 heures. Et vous finissez avec quelque chose comme un verre de l'hyper concentré du délice. Eh bien, si vous remplacez, chers spectateurs, si vous remplacez le délice par le désespoir, ben ça donne peut-être le film d'aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça, des films comme celui d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, ce film-là, c'est Kishma ou Kisma. J'ai pensé regarder comment ça se prononçait, mais à quoi bon? Fait que, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un film yougoslave. Un film de 1975 d'un dénommé Vlatko Gilic, qui a aussi écrit le scénario. Puis est-ce que c'est de la science-fiction? Ben, ça commence comme quelque chose qui tombe dans le spectre de la science-fiction, mais très rapidement, le film abandonne toute prétention à faire le moindre effort que ce soit, d'appartenir à quelque genre que ce soit, parce que à quoi bon? Puis qu'est-ce que c'est le film? Ben, c'est une sorte d'odyssée nihiliste, une succession de tableaux sur l'absence totale de sens de tout. Et le prétexte pour cette rigolade, c'est ben, il y a une épidémie. Il y a une épidémie de... On est à Belgrade, et il y a une épidémie de suicide qui s'accompagne par une mystérieuse puanteur tellement épouvantable que les nouvelles disent aux gens de rester à l'intérieur. Une vague de suicide inexpliquée, donc qui semble être en lien avec cette odeur insupportable, mais pas directement. Puis, au début du film, on a notre personnage principal, un gars, une sorte de biologiste, et lui, il fait des prélèvements sanguins. Parce que son hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose dans le sang des gens qui se suicident, qui serait peut-être responsable, là, donc, de cette vague de suicide. Puis, c'est peut-être lié à cette nauséabonde atmosphère, le brouillard, le smog, là aussi, toutes ces affaires-là mises ensemble. Il y a peut-être un lien entre la puanteur atroce et inimaginable et les suicides inexplicables. L'affaire, c'est que, ça c'est la prémisse, mais un coup que la prémisse nous est expliquée, il n'y a pas d'intrigue. C'est rien que ça, le film. Les gens sont à l'intérieur de chez eux. Ils étouffent, ils se suicident ou ils agonisent. Il y a un chien qui se fait étrangler. Je regrette de dire que je me suis sérieusement posé la question en plus s'il avait étranglé le chien pour vrai. Fait que, ouais, décrochez pas tout de suite, là, mais quand ça fait 20 minutes que le film est commencé, puis que t'es en train de lister les autres films de nécrophilie que tu connais, là. Il n'y a pas de scène de nécrophilie dans le film, mais il en parle. Après 20 minutes, ils sont rendus qui en parlent, puis à un moment donné, il y a une scène, puis je me suis sérieusement demandé si c'est la direction que ça allait prendre. Puis c'est ça, c'est tout le temps comme ça, puis je vais vraiment couper ça court pour l'histoire, parce que c'est une succession de longues scènes de monde qui font juste... sont juste là, puis ils sont découragés. Puis c'est clair que c'est une analogie pour quelque chose, mais c'est ça. Puis tout le long, moi, j'attendais un peu qu'on nous explique c'est quoi, mais non, c'est ça. Ça nous est jamais vraiment dit. Les gens... Il y en a, c'est ça. Il y en a qui meurent, il y en a qui meurent pas, il y en a qu'on voit mourir, il y en a que c'est pas à l'écran ou quelque chose comme ça, là, c'est hors-champ, puis la blonde du héros meurt, puis c'est ça, à la fin, le dernier, comme genre 15-20 minutes, il y a des scènes d'autopsie avec des vrais organes, là, sérieux, là.
Fait que je l'ai écouté au complet, par dévotion, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, là, vers la fin, je me suis vraiment dit, là, pourquoi est-ce que je regarde ça? Puis je le regarde parce que légalement, ça tombe dans la catégorie, ça peut tomber dans la catégorie science-fiction, puis d'autant plus qu'il y a un lien indirect avec le film que je vais recommander à la fin. Mais c'est principalement des gens déprimés qui parlent en serbo-croate. Bon. Pourquoi c'est bon? Il y a 2 plans qui sont très cool. Juste des images, là, le cadrage. Là. Il y en a un qui est une affaire de chandelle, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sauté, là, puis il y a une fille qui trace la silhouette de son corps avec des chandelles à la place du fameux ruban, là, ruban à cadavre, n'est-ce pas, comme dans les films. Bon, ben, OK, ça, c'est une belle image. Puis elle prend les chandelles dans ses mains, puis c'est plutôt un beau plan. Puis il y a une autre séquence où est-ce qu'il y a des sortes d'obsèques de motards. Pas des motards Hells Angels, là, juste du monde en Yamaha avec des casques, là, juste d'amateurs de moto. Puis, pour une raison que moi, inexpliquée, mais ça m'a-t-il semblé, ben, on les voit à un moment donné descendre les gradins d'une sorte de stade olympique ou de centre sportif, et avec leur moto, puis ils vont enterrer leurs camarades sur le terrain de football ou quelque chose comme ça. Puis, fait que le plan où ils descendent dans les gradins, là, ouais, c'est une belle image. Est-ce que j'ai noté autre chose à part ça? Ben, j'ai vu un commentaire sur l'IMDb qui disait que c'est quelqu'un qui avait bien aimé ça, ce film-là, puis qui l'avait plutôt interprété comme une sorte de film d'horreur nihiliste. Puis, si on le prend comme ça, puis qu'on est amateur de ce genre de film-là, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais peut-être il y a quelques années, il y a 20 ans peut-être, ça aurait été plus de mon genre, mais là, j'ai décroché, ça fait un bout de ce genre de film-là. Mais si c'est votre cas, OK, ben là, oui, là, c'est bon. OK, si c'est ça que vous cherchez. Si vous trouvez que Franz Kafka, c'est trop optimiste, si vous trouvez que Cannibal Holocaust, le jovialisme là, de Cannibal Holocaust, vous lève le cœur, là, tellement c'est ce côté là, gâteau pour enfants, là, ce côté fête d'anniversaire avec Ronald McDonald, là, ce côté commercial de Cannibal Holocaust, là. C'est ça. Si vous trouvez ça trop optimiste, si vous trouvez que Lars von Trier ou Park Chan-wook, le gars qui a fait Oldboy, si vous trouvez que tout ça, c'est vraiment beaucoup trop jovial, là. Vous avez vraiment besoin de quelque chose qui exprime vraiment l'absence totale de sens de l'existence, là. C'est ce film-là. Si c'est ça que vous cherchez, vous l'avez là-dedans. Bon. Fait que, ben là-dessus, c'est cool. Ce à quoi ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait penser, en regardant le film, c'est la chanson « Is That All There Is ». Chanson, je pense que c'est Peggy Lee qui chantait ça. C'est une chanson mi-parlée, mi-chantée sur une fille qui est en train de dire à quel point la vie n'a aucun sens, puis elle a vu sa maison brûler quand elle avait 5 ans, puis elle s'est mariée, puis il est arrivé une autre affaire, j'oublie c'est quoi. Mais tous ces moments-là sont passés, puis soulons-nous la gueule, puis dansons parce que rien n'a de sens, puis... Mais... puis là, en le disant comme ça... C'est pas mal moins joyeux que ma description semble l'indiquer. Là. Is That All There Is? C'est la version musicale de la quintessence de... C'est comme la Trénodie là, pour Hiroshima, les victimes d'Hiroshima de Penderecki. C'est jovial comme ça, un peu, là, tu sais. Bon, puis au moins Penderecki, c'est en quelque part, c'est agressant, c'est dans ta face, c'est horrible. Mais là, c'est au-delà de l'horreur. C'est un peu comme l'enfer dans The Beyond, à la fin de The Beyond, là, quand finalement je vois le punch, là, mais c'est la dévastation totale, essentiellement, le vide total. Fait que, ben, vous voyez un peu le genre, là, tu sais. Donc, imaginez tous les trucs les plus nihilistes puis c'est vraiment nihiliste, là, c'est rien... Rien n'a de sens. C'est passé le désabusé. C'est même pas... C'est ça. Il n'y a rien. Là. Puis c'est ça le message. C'est clairement ça le message. Fait que, bon, écoutez, là... ben...
Voilà, c'est ça que c'est. C'est intéressant, le sujet, rapidement, parce que je ne vais pas m'éterniser sur ce film-là, mais une des notes que j'ai prises, c'est « Ouais, ça n'avait pas de l'air rigolo en Yougoslavie en 1975 ». Puis d'une certaine manière, excusez-moi de le dire, mais il y a eu une guerre civile, il y a eu un nettoyage ethnique, un génocide là, physique là, en Yougoslavie, 25-30 ans après. Puis entre les Serbes et les Croates. Puis je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que quand il y a eu la guerre civile en Croatie, ça a été présenté comme... en tout cas, ils ont trouvé toutes sortes de raisons politiques là, pour expliquer ça aux nouvelles qui correspondaient... en tout cas, peu importe. Okay, vous irez checker si vous êtes curieux. Mais peut-être, est-ce que c'était peut-être l'expression d'une douleur plus profonde, peut-être pas très consciente? Je ne sais pas du tout, je ne l'affirme pas, là, mais je veux dire, c'est intéressant de comparer, de dire, ouais, ben, c'est quand même ce peuple-là. Quand il y a eu la guerre civile en Yougoslavie, ça a été présenté comme... inexplicable, là, que les frères se sont entretués pour aucune raison, puis ça a été fortement sous-entendu que c'était la faute aux Croates parce qu'ils avaient voulu déclarer leur indépendance. Donc les Croates qui ont été génocidés, c'est de leur faute parce qu'ils ont voulu déclarer leur indépendance, parce que le nationalisme, c'est mal. Ça, c'est l'interprétation. Au Canada, c'est l'interprétation que moi, j'ai vue, en tout cas, à l'époque, à Radio-Canada. Mais peut-être que dans ces affaires-là, il y a autre chose qui se passe. Là, puis on n'est pas dans les sujets légers aujourd'hui parce que c'est ça le film. Quand j'ai vu les scènes d'autopsie, j'ai vraiment décroché assez solide. Mais ce que j'allais dire qui était intéressant, c'était pas ça, c'est que c'est justement, il existe en Occident aussi ce sentiment-là. Le fameux « Is that all there is ?» Détail amusant, qui est la phrase que V'ger, la question que V'ger pose dans Star Trek The Motion Picture. Hein? Quand M. Spock fait son mind meld, là, son lien télépathique avec V'ger, la sonde extraterrestre. Ouais, donc c'est ça. Dans le premier film de Star Trek, mon préféré d'ailleurs. C'est ça, la question que V'ger pose, c'est est-ce que c'est V'ger qui a traversé l'univers d'un bout à l'autre, carrément, puis qui a acquis toutes les connaissances de l'univers? Ben c'est ça, la question c'est est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que ça? Puis c'est intéressant, parce que c'est une expression assez transparente d'une des questions de la modernité. C'est pas la seule manière de l'exprimer, mais si on évacue tout ce qui est, on va dire, spirituel, ou si tout est purement mécanique, si tout vient de règles, de cause à effet plus ou moins newtoniennes, etc., ce genre de trucs-là, ben... il y a beaucoup de gens qui ça provoque pas nécessairement ce niveau de désespoir-là, mais clairement, dans la culture, ça existe. En Occident comme en Orient. C'est ça, je pense qu'il n'est pas extravagant de penser qu'il y a un lien direct. Puis je pense que c'est assez facile à vérifier, même dans ce que les gens disent sur ce sujet-là précis. Ça serait intéressant d'aller voir, justement, des sources là, réelles, des citations réelles, mais bon. En tout cas, il y a peut-être un... moi, je pense que c'est ça, c'est pas exagéré de penser qu'il y a peut-être un lien. Donc, puis... ça m'a fait penser aussi à Mother's Little Helper. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est la chanson des Rolling Stones sur une mère de famille qui est sur les pilules. C'était apparemment extrêmement répandu. Le Mother's Little Helper, c'est une expression qui était couramment employée à l'époque, puis je crois comprendre, c'était soit une référence à la boisson, soit une référence aux pilules qu'ils donnaient au monde dans le temps, des calmants pour assommer le monde. Puis à l'époque où, dans les années, c'est ça, 50-60, l'Occident, c'est le triomphe absolu total, la richesse, la piscine creusée, la grosse maison, 2 voitures, tout ça avec un seul salaire, etc., etc. Mais pourtant, bon, est-ce que c'est pour des raisons, que c'est parce que c'est la femme au foyer qui est pas heureuse parce que, bon, parce que c'est pour des raisons de cet ordre-là que c'était aussi répandu? Parce que les femmes au foyer étaient déprimées, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est en lien justement avec le fait que, ouais, on est confortable, mais notre vie n'a absolument aucun sens? Puis c'est ça, ce sentiment-là, j'ai l'impression qu'il est hyper répandu. Je l'ai rarement vu exprimé de manière aussi claire que dans ce film-là, mais bon, c'est ça. Ça, je pense au film de Lars von Trier aussi, je pense que je l'ai nommé tantôt, mais Lars von Trier, moi, j'aime pas tellement ses trucs, mais... c'est ça qui exprime, moi j'ai l'impression, en énorme partie, là, c'est ce sentiment-là d'absurdité, pas le fun, c'est glauque honnêtement, là, mais
mais qui est logique. C'est pas, encore une fois, pas la seule conclusion logique qu'on peut tirer à partir de l'idée que l'univers est mécanique, la vie n'a aucun sens, la vie est absurde. La piste de réflexion, ça serait ça. Ça pourrait aller assez loin, mais j'ai l'impression que c'est une expression de ça. Puis en plus, bon, c'est un film du bloc de l'Est. Fait que... au début, je pensais que c'était carrément en lien avec ça, que c'était une métaphore politique. Mais... non, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il y a ça là-dedans, mais clairement, ça va l'air... c'est ça. Mon hypothèse, ça serait que c'est en lien avec ce mal-être-là de la modernité, puis de la perte absolue et totale de sens au moment où la modernité, certainement en Occident, semble avoir tenu toutes ses promesses, au moins pour la classe moyenne, qui est la seule qui existe dans les médias à beaucoup de points de vue. Là. Vous voyez ce que je veux dire dans la trame narrative collective? Tout a l'air d'être merveilleux. La quintessence du merveilleux. Puis c'est le moment où c'est ça, c'est à peu près à l'époque. Là. Voilà. Donc, fait que ça, c'est intéressant. Puis la recommandation, c'est The Rat Savior. La nuit de la métamorphose en français. Rat Savior, ça a gagné le prix du meilleur film de science-fiction au Festival de Trieste en 1977, au Festival de Paris de 1980, puis un festival au Portugal en 1982. Fantasporto, je pense que ça s'appelle. Je le savais pas, je l'ai appris tantôt. Fait que c'est considéré par ces gens-là comme un film de science-fiction. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai pas trouvé. Je pense que l'IMDb en tant que tel, il met fantastique, horreur. Mais Phil Hardy, le fameux Phil Hardy, le compte dans son encyclopédie des films de science-fiction. Qu'est-ce que ça raconte? Encore une fois, c'est un film yougoslave. C'est pour ça que j'ai nommé celui-là. C'est un gars, je ne sais pas si c'est un inspecteur de la ville ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il découvre qu'il y a une conspiration de la part des rats, puis que les rats ont trouvé une manière de prendre forme humaine et qu'ils ont contaminé la société essentiellement. Comme dans They Live, là, ils se sont immiscés dans la société, puis désormais ils occupent des postes clés. Il y a une conspiration, donc des rats qui prennent forme humaine, mais le soir, c'est ça, ils vont se rencontrer dans les égouts, là, puis là, ils font leur fête de rats, puis... voilà, puis fait que c'est une sorte de film de complot, mais en même temps, c'est clairement une allégorie politique. Allégorie politique de quoi exactement, je le sais pas. Je me suis aussi demandé, honnêtement, s'il fallait avoir vécu en Yougoslavie à l'époque pour vraiment comprendre la sensibilité du film. Je sais que, bon, écoutez, ça c'est juste moi, mais quand je regarde les films coréens, je remarque souvent qu'il y a un peu cette forme de pessimisme-là, puis je me suis demandé déjà si c'était pas lié avec quelque chose qui est vraiment typique chez eux, là, la manière qu'ils l'expriment essentiellement. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais bon, c'est ça, La nuit de la métamorphose, c'est plus écoutable que Kishma. Kishma qui veut dire épine dorsale, en passant. Puis pourquoi ils ont donné ce nom-là? Pour aucune raison. Pourquoi? C'est ça, là. Réponse, voilà, je sais pas. Je sais pas, puis bon. Ça, La nuit de la métamorphose, c'est le même genre de ton, c'est le même genre de réalisation, pas hyper à droite, honnêtement, pas super habile, moi, je trouve. C'est pas dans mes goûts à moi, mais bon, le côté complot, le côté fantaisiste est quand même plus intéressant, puis il y a quand même une histoire avec un début, un milieu, puis quelque chose comme une fin. Ça fait que si vous avez le choix entre Kishma ou La nuit de la métamorphose, si on vous donne le choix, puis que vous n'êtes pas amateur de gros nihilisme existentiel et cosmique de niveau horreur Lovecraftienne totale, mais où t'as même pas de monstre, là, ben, si vous avez le choix, moi j'écouterais plutôt, c'est ça, La nuit de la métamorphose, avec les rats, là. Mais si vous êtes pogné pour écouter Kishma, et baptême. Ben, présentons ça autrement. Pourquoi c'est bon Kishma? Parce que si vous cherchez vraiment un film profondément désespéré, si c'est ça que vous voulez voir, l'expression vraiment totale et absolue du nihilisme complet et total, ben vous avez ça là-dedans.
Mais moi, j'écouterais autre chose.